Bonsoir. Bon, est-ce qu'on n'inviterait pas notre merveilleuse invitée? La star de ce soir. Ah ouais, quelle star hein, qu'on a ce soir. Les L'incroyable... Le magnifique. Bolché Geek. Bolché Geek. Oh. Bonsoir. On m'entend? Ouais, on t'entend. Toi, ça fait un moment, c'est ça qu'en fait tu fais du YouTube? Oui, comme je disais, donc ouais, avec Kat qui est ici, qui est la petite voix sur la chaîne. On fait, c'est quoi, 2015, 2014, on a commencé en faisant, c'est un peu comme un hobby. Et les premières vidéos, c'est un peu n'importe quoi. On fait des sketchs. C'est très YouTube 2015. Et d'année en année, on a commencé à stabiliser un peu un format et à savoir un peu ce qu'on foutait en fait. Et voilà. Et du coup, maintenant, on fait on appelle ça de l'essai vidéo maintenant apparemment sur Internet. Voilà. On est passé de petits sketchs à vidéastes. Ah ouais, à vidéaste. Voilà, avec un A circonflexe. Et donc, ouais, des essais vidéo, pop culture, les cultures populaires en général, avec des angles sociaux, politiques, artistiques aussi, quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y en a énormément de ce genre de chaînes, mais vraiment beaucoup. Et en France, finalement, c'est assez rare, encore plus aujourd'hui où le YouTube français, beaucoup de créateurs et de créatrices ont un peu abandonné la plateforme ou sont partis ailleurs, hein, c'est mon cas, par exemple sur Twitch et tout. Et du coup, aujourd'hui, quand on pense vidéo essai, honnêtement, on pense Bolché Geek et il reste pas grand-chose, ou plus grand monde. Bon, il y a des petits nouveaux, genre Arcade, qui est dans la salle d'ailleurs. Comment tu le vois, toi? Tu vois ça comme un truc rare? Tu dis merde, ça manque, il en faudrait plus En même temps, est-ce que t'es pas content d'être le seul et donc peut-être le premier? Non, mais je pense plus à premier degré, le problème en France, il vient aussi du fait qu'il y a énormément de vulgaires en France, peut-être même plus que chez les anglo-saxons. C'est ça vraiment qui a explosé dans ces années-là, 2015-2016. Et la vulga, c'est un peu différent. Parce que, bon, pas rentrer dans des trucs théoriques chiants, mais en gros, la vulga, il y a vraiment le truc de savoir académique que tu fais de la médiation avec du savoir académique pour la donner au peuple, comme ça, pour la rendre accessible. L'essai, c'est un petit peu différent parce que tu dois arriver avec un argument. C'est-à-dire que tu dois arriver avec quelque chose que tu veux pas forcément démontrer, mais que tu veux donner à cogiter aux gens. J'ai vu un truc de Bégodeau il n'y a pas longtemps où il disait l'essai, c'est bien nommé, c'est en fait t'essayes un truc, et lui il dit que des fois il écrit un truc en se disant je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais c'est une idée que j'ai envie de donner comme ça. Donc il y a ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'en France, ouais, c'est soit de la vulga, soit... Surtout dès que tu passes dans le truc culturel. En fait, on va plus être dans la critique ou dans la review. Et du coup, le format tiers, il n'existe pas vraiment, en fait. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont plus dans la logique essai vidéo. En tout cas, c'est plus décomplexé. En fait, en réalité, en France, ça existe, mais c'est pas identifié. Par exemple, Aldo 136, on pourrait considérer que c'est une forme d'essai, même s'il y a un truc plus exploratoire. Donc, je sais pas s'il se revendiquerait de l'essai. Mais en fait, même en ciné, si vous prenez Cross Chroma et même Les Fossoyeurs de films, en fait, si vous regardez bien, c'est déjà des essais. Et il commence toujours par une review, c'est-à-dire qu'il raconte le film en faisant des blagues et en contextualisant un petit peu. Et à la fin, dans au moins ces deux formats-là, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, en réalité, il fait un essai. Il a un truc à dire sur le film, il tire un truc du film qui est pas juste oh, allez le voir, c'est vachement bien, ou c'est nul, c'est un truc de Social Justice Warrior, il y a des lesbiennes dans Star Wars, genre qui est le format critique courant. Et en fait, ça existe déjà l'essai en France, juste c'est pas nommé comme ça. Aujourd'hui, tu travailles avec l'Humanité, je crois que tu as aussi pris le CNC, des choses comme ça. Toi, c'est une question que tu t'es posée à un moment de te dire comment je vais me professionnaliser, comment je vais faire, parce que moi, c'est le souvenir que j'ai aussi des vidéos comme ça. Je me dis, ouais, si je fais des vidéos essais, j'en avais un peu envie. Je me dis, ouais, j'en ai pour 6 mois pour en faire une bien. Et c'est mort. Avec un Tipeee, c'est pas possible. Il faut que je sorte des vidéos plus régulièrement que ça. Je pense qu'on est une des exceptions à ce niveau-là. C'est qu'on a un Tipeee qui est assez stable et qui nous permet vraiment de bosser. Et pendant très très longtemps, un peu aveu, quand on a lancé ce Tipeee, qu'on a lancé très très tard en fait en réalité, et ben en fait tu te dis, ah mais les gens... ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas eu de vidéo. Ils peuvent pas savoir que tu peux leur envoyer un mail pour dire la vidéo elle met longtemps parce qu'elle est dure à faire. Tu te dis toujours ils vont se dire que tu es un branleur et en fait ils n'ont aucune idée de si tu n'es pas juste en train de rien foutre. Et je remercie Mr Fox qui m'avait qui connaît bien justement l'économie du web et qui m'avait un peu décomplexé là-dessus. Il m'avait dit mais en fait les gens ils font confiance à ce que tu fais parce qu'au bout des 3 ou 4 mois ils vont voir une vidéo d'1h15 qui sort et ils vont se dire d'accord, c'est ça qu'il a fait pendant 1h15. Mais aujourd'hui, là, t'es presque sur un truc régulier parce qu'avec l'Humanité, là,
Enfin là, avec Raz, on se rend compte. Avant, on réagissait à tes vidéos une fois par tous les 6 mois. L'humanité, c'est trop bien justement parce qu'on doit se plier à un truc par mois. Mais même là, en fait, nous, on avait des boulots alimentaires aussi à côté qu'on a peu à peu laissé tomber. Et c'est vrai que nous, même là, ce qu'on aimerait faire, c'est arriver à un truc où on a et l'humanité régulièrement, mais aussi que sur la chaîne, il y ait, là, on va essayer à partir de janvier qu'au moins pendant 6 mois, il y ait une vidéo par mois, parce qu'il n'y en a pas eu pendant longtemps, à part l'humanité. Là, on va en sortir 2 qui font à peu près 1 heure chacune. Et ça, c'est permis par le fait que j'arrête aussi les tafs alimentaires pour faire que de l'écriture, qu'avec le Tipeee, en fait, on n'a pas de CNC sur la chaîne, on a un CNC pour un projet qui est en cours de conception, mais qui n'existe pas. Mais il faudrait peut-être qu'on en demande aussi, parce que ce qui nous permet de faire ça, c'est qu'on a aussi des potes qui sont monteurs et à qui on peut filer des projets. Et ça, il faut les payer. Et pour les payer à un vrai tarif, convention collective et tout, il faut avoir des Tipeee réguliers, il faut avoir des ressources régulières. Soit je me mets... Après, je pourrais me dire... écoute, moi je vais faire l'écriture et le montage tout seul. Kat, elle va m'aider sur les aspects un peu plus prod, administration et tout. Et je prends que le Tipeee pour moi. Ouais, mais tu deviens fou. Tu deviens fou et tu sors une vidéo tous les 6 mois. Alors que là, ce qu'on aimerait faire, c'est aussi faire confiance à d'autres gens pour, utiliser cette plateforme pour sortir plus de trucs, quoi. Est-ce que tu es soumis à l'actualité du la truc? vidéo essai, c'est pas forcément justement, moi j'ai l'impression que mon premier avis, c'est que ça libère parce que nous, on est esclaves de l'actualité un peu. En fait, pour l'humain, on s'est engagé à ce qui est un peu un truc d'actualité, mais c'est même pas exactement possible au rythme où vont les tendances, parce que le truc qui sort, tout le monde en parle. Faut que tu compiles un peu qu'est-ce qu'en disent les gens, faut que tu l'aies vu toi, faut que tu écrives, faut que tu tournes, faut que le monteur il ait le temps de monter. Donc en fait, tu as 1 mois de décalage, au moins, ce qui est déjà trop pour être vraiment dans la tendance. Non, si tu veux faire un essai vidéo, il faut être libéré du truc des tendances. Il y a ça aussi dans l'écriture par rapport à de la vulga, qui parfois peut être un peu chiante, et qui va justement peut-être plus se reposer sur l'actualité pour donner envie de cliquer et tout. C'est le côté un peu storytelling, quoi, de raconter une histoire, prendre un peu le spectateur par la main, l'amener dans quelque chose. Et toi, à quel point tu mets ça, t'infuses ça dans tes vidéos? Est-ce que tu y penses? Parce que pour le coup, la vidéo sur GTRP, il y avait vraiment ça, quoi. En plus, c'est la vidéo qui ressemble le plus à Kat. Je sais pas si tu veux en parler. Ouais, en fait, moi, j'étais à RPZ. Il est arrivé à un moment donné où donc je fais de la prod et notamment un spectacle vivant. Et pendant le Covid, tout était à l'arrêt complet. Donc c'est vraiment tombé à un moment où j'étais chez moi, quoi, avec rien d'autre à faire que contempler mon incommensurable somme. Et donc, j'ai préféré contempler GTA RPZ, mais j'ai passé ma vie devant. J'ai regardé tout, mais limite H24, en zappant sur différents streams, en ayant différents streams ouverts sur plein d'écrans et tout. Et c'était un mindfuck total parce que je trouvais ça exceptionnel, parce que je fais de l'impro, parce que je suis comédienne à côté, parce que c'est vraiment, je voyais plein de trucs hyper intéressants directement à dire. Et du coup, j'ai dit à Binge, vas-y, il faut absolument qu'on en parle. J'aurais pas sans ça parlé d'impro sur la chaîne, je pense. J'aurais pas forcément trouvé un angle intéressant pour parler de l'histoire de l'improvisation et de comment il y a vraiment un lien avec les acteurs sociaux au sens acteurs de terrain notamment, enfin pourquoi ça a été inventé et à quoi ça sert, etc. Et c'était incroyable de pouvoir aborder ça sous l'angle de regarder ce que le web et le streaming produit comme événement dans la culture populaire. Donc ouais, c'est vraiment une vidéo qui très proche de moi. C'est aussi ça qui fait une bonne vidéo essai, c'est d'avoir du contenu, enfin l'illustration, tu vois. Et pour trouver le petit moment, c'est ça qui fait que la vidéo marche aussi si bien et à replonger les gens dans leurs souvenirs. C'est trouver la petite scène vraiment marrante, à la fois celle que tout le monde a vue, mais aussi celle que personne n'a vue. Et c'est ça qui est très dur, c'est ce travail-là. Moi, je me souviens du peu que je faisais juste parfois des illustrations très simples. Ça prend tellement de temps. Ouais, mais justement, ça, c'est là où c'est collectif, parce que déjà, justement, pour faire ressortir ce qu'on avait ressenti, ce que toi, tu avais ressenti, et ce dont on avait discuté, entre le moment où on parle de ça et le moment où la vidéo, elle sort, il se passe 1 an. Et derrière, c'est pas moi qui l'ai monté, cette vidéo, c'est Ace Modé, qui est le monteur pour l'UMA aussi. Et ça vient aussi de lui, c'est collectif. C'est-à-dire que lui, on lui a rappelé il y a un moment où Miguel, il fait ça, c'est trop marrant, ça collerait trop avec le sujet à ce moment-là et tout. Donc ça, on peut lui dire. Mais lui, après, il s'est tapé des heures de best-of.
et trucs comme ça pour trouver des trucs trop marrants, pour illustrer les bugs, pour illustrer les trucs machin. Et il apporte aussi un truc. Mais ça demande d'avoir une équipe en fait. En fait, si t'as rien à dire de nouveau dessus, tu fais pas de vidéo dessus quoi. Et toi, il y a vraiment pour le coup cette lecture très empathique. Et c'est ce rapport-là, moi, que je trouve assez rafraîchissant. Parce que pour regarder beaucoup de vidéos essais de trucs geeks, soit aux États-Unis ou en France et tout, en général, il y a quand même un ton un peu si t'es pas avec nous, tu peux pas tout comprendre. Et toi, t'es en mode, non, mais justement, si le peuple regarde, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que c'est l'angle que tu vas souvent essayer d'avoir. Est-ce que c'est un truc dont vraiment t'as conscience, que t'essayes de faire ? Bon, en fait, c'est même plus bête que ça. C'est que j'ai pas envie de faire de la critique ciné ou des trucs comme ça parce que je sais pas faire. C'est hyper dur. Faut être hyper érudit. Enfin, il y en a qui le font sans l'être spécialement, mais théoriquement, pour faire du bon contenu, faudrait quand même avoir. Enfin, je sais pas. Quand tu lis un magazine de ciné, genre les mecs dans les magazines de ciné, quoi, ils sortent pas de nulle part, quoi. C'est quand même des gens qui ont fait soit des études, soit qui ont une cinéphilie vraiment construite, énormes et qui ont une conscience de l'histoire du cinéma qui est énorme. Et moi, je l'ai pas, ça. Donc, en fait, moi, je me sentirais pas légitime d'arriver et de dire ah, mais vos films, là, c'est de la merde, c'est nul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'industrie autour, c'est le contexte autour, et c'est de ça dont je veux parler. Genre, moi, quand j'ai vu Squid Game, j'ai pas eu envie de faire une vidéo pour dire putain, tous ces gauchistes qui crachent dans la soupe et qui disent ouais, ok, d'accord, il y a du capitalisme, mais c'est pas très intéressant. En fait, c'était pas ça l'envie que j'avais. C'était envie de dire, en vrai, ça fait 15 ans que je regarde du cinéma coréen vénère. Et c'est du cinéma coréen vénère en version Netflix mainstream. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est bon, je vais pouvoir parler de cinéma coréen vénère. Et c'est pour ça aussi que les gens ils aiment bien, parce qu'ils découvrent un cinéma une culture du ciné qui est un petit peu différente, même si là, elle est dans une version un petit peu justement plus accessible. En fait, je vais prendre un autre exemple, genre justement Ace qui travaille avec nous et qui a une chaîne aussi qui s'appelle Ace Modé. Lui, il est sur, on va dire, son pool culturel sur sa chaîne. C'est beaucoup les trucs 90-2000. Alors, pour le coup, là, c'est vraiment trucs mal vus. C'est genre Jackass, les trucs teenage, genre American Pie, Scary tout, Movie, machin, Scary Movie et tout. Et tous les trucs de stoner. Mais il a une culture encyclopédique de ça, c'est un vrai érudit de ça, et en fait si vous allez voir, déjà c'est de laisser vidéo aussi ce qu'il fait, il a toujours un propos, et il va gratter, et par exemple, Scary Movie je déteste, genre c'est vraiment un truc, je trouve ça pas drôle, j'aime pas ce type de parodie et tout machin. Ace, quand il fait une vidéo sur Scary Movie, il va t'expliquer c'est qui les frères Wayans, c'est qui ces deux Afro-Américains qui sont arrivés, pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là, pourquoi ils se sont fait évincer pour le troisième, et du coup pourquoi le troisième c'est de la merde, parce qu'ils donnaient ça à un des frères Zucker, c'est qui les frères Zucker, y a-t-il un pilote dans l'avion et tout, il y a c'est Weinstein, trop intéressant, etc. Et c'est trop intéressant. Ouais, voilà, et puis il explique plein de trucs. Alors que vraiment, j'aime toujours pas. J'ai pas vu sa vidéo en me disant maintenant que je connais l'histoire des frères Wayans, je trouve que Scary Movie c'est vraiment incroyable. Je trouve ça très très drôle. Ça a rien changé, mais c'est pas le point en fait. Ce que t'aimes bien, c'est l'histoire de prod, les anecdotes un peu, comment ça s'est passé, comment les projets créatifs sont menés. C'est ça que t'aimes bien. Qu'est-ce que ça représente pour les gens aussi, pour les gens qui les font et pour les gens qui les regardent. On se rend compte dans tes vidéos, c'est que c'est aussi le mode de production qui est politique et qui permet ou pas le discours politique dans les films. Et ça même sur Don't Look Up, ce mec-là qui est un immense gauchiste et qui arrive justement à se faufiler en étant quand même mainstream, etc. Et même nous, tu regardes, pour ce qu'on aime parler de nous, notre chaîne, nous on a tout le temps parlé aux gens de notre mode de production, de quand on vivait au squat, de faire une boîte tous les deux, de partager tout 50-50 quoi qu'il arrive, etc. Machin. Et en fait, au début, on en parlait parce qu'on parle tout le temps de nous, parce qu'on est matrixés, mais on s'est aussi rendu compte que les gens, ça avait vraiment du sens pour eux. Ouais, genre là, j'ai un exemple parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je trouve que le film me montre hyper ça. Il y a un film de Craig Brewer qui s'appelle Dolemite is My Name, qui est sorti il y a pas longtemps, avec Eddie Murphy, et c'est sur un acteur qui a vraiment existé, qui est un acteur afro-américain qui se faisait appeler Dolemite, et qui faisait plein de films un peu débiles. C'est vraiment le délire blaxploitation, mais vraiment c'est déjà un peu le bas aussi du truc, où il fait du kung-fu, mais c'est pas vraiment un artiste martial, donc c'est un peu de la merde. Il drague toutes les meufs du truc, il chope toutes les super belles meufs du truc, mais il a un peu de bide, il est un peu vieux et tout. Enfin, mais il y a cette ambiance blaxploitation hyper cool dans ces films, et donc il y a un film qui a été fait sur lui. En fait, si tu regardes ces films, ils ont pas l'air tellement politiques. C'est vraiment, c'est que du fun, il y a un côté Dirty Harry, qu'ils font des poses cool, ils font des punchlines et tout. Sauf qu'en fait, tu comprends pourquoi ils ont fait ces films. Parce qu'en fait, c'est des Afro-Américains, ils vont dans des cinés voir les films qui sont à l'affiche, il y a que des blancs autour d'eux qui sont là genre, ouah, qui pleurent, qui rigolent et tout. Et eux, ce qu'ils regardent, c'est des films avec Bruce Lee et tout.
Et ils se disent genre mais pourquoi on fait pas ça en fait, pourquoi c'est pas ça les films au ciné, je comprends pas. Et du coup ils se disent, ils prennent les 3 bouts de ficelle qu'ils ont et ils se disent non moi je veux faire un truc où on fait du kung-fu, où on fait des trucs comme ça. Et c'est vrai que si tu regardes le produit final, tu te rends pas compte que c'est politique et que c'est un truc de représentation et que c'est une affirmation aussi des sous-cultures comme le truc de kung-fu ou la blaxploitation, enfin même des contre-cultures plutôt. Et ben en fait tout ce qu'il y a derrière est politique. En fait. Vraiment, tout ce qu'il y a derrière, c'est politique, c'est humain aussi. C'est que des histoires de contraintes, c'est que des histoires de pourquoi il a fait ça à ce moment-là de sa vie. Tu vois vraiment juste des gens qui ont envie et qui sont situés socialement. Et enfin voilà, je vais pas me faire 12 heures sur Dolomite, mais par exemple, c'est un très très bon film qui montre le lien entre les deux. Ouais, c'est par exemple, t'as genre même Matrix, tu vois. Tout le monde parle de le discours, le sous-texte philosophique, politique du film qu'on va pas discuter. Enfin, qui existe, qui est réel, mais peu de gens parlent d'à quel point, au niveau formel, il y avait aussi un truc de on s'en fout, on va prendre tous les codes de série B qu'on adore. Et c'est ça la claque. Moi, je me souviens, à l'école primaire, on faisait le bullet time. On était en mode c'est comme Max Payne et tout. Enfin, on réfléchissait juste en mode jeu vidéo, en mode comics, en mode ce que tu veux. Et on oublie de le dire, mais en fait, à l'époque, c'est une révolution formelle. Enfin, fallait avoir le courage de porter ça à Hollywood et tout, etc. Pourquoi tout le monde maintenant bande sur John Wick et les sous-John Wick maintenant, les Atomic. C'est le chorégraphe de Matrix. Ouais, déjà, ça vient de Matrix. Et en fait, c'est des cascadeurs qu'on dit en fait, on en a marre parce qu'on fait des super cascades et vous les filmez n'importe comment. Et ça rend pas du tout bien au montage et tout. C'est horrible. On va le faire nous-mêmes. Et du coup, ça défonce. Et tout le monde et en fait, ça crée un précédent qui est que en fait, tu peux plus faire autre chose. Et du coup, maintenant, tous les mecs de l'équipe John Wick, ils font consultant sur les autres films. Parce que les autres savent pas faire. Et du coup, ils vont prendre, par exemple, Birds of Prey. Il y a une des grosses scènes de baston. En fait, c'est l'équipe de John Wick qui est venue s'entraîner avec les meufs et tout pour faire. Et la scène, elle a de la gueule. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a une contradiction folle avec la pop culture. C'est qu'on a tous en tête la distinction facile, culture académique, légitime. Donc, ce que vous connaissez tous, c'est ce qu'on apprend à l'école, quoi, basiquement. Mais il y a une espèce de culture légitime académique. Et il y a la culture populaire qui en théorie et en contraste avec ça. Mais quand on est dans la culture populaire, en fait, on se rend compte que ça continue, mais sur d'autres échelles. C'est-à-dire que ça va être moi j'ai regardé tel truc en animé. Ah, tu regardes les animés ? Mais il faut lire les mangas. Non, tu connais pas la vraie histoire. Tu peux pas juger, t'as pas lu les mangas, c'est mieux dans le manga. Ou comme, j'ai vu tel film, mais il fallait lire le livre. Attends, c'est une adaptation, c'est pas pareil, tu vois. Ou par exemple, les cinéphiles qui vont, eux, justement dire non, mais ça va, parce qu'on peut être accepté par ceux qui ont la culture légitime quand on parle bien de cinéma, et qui vont cracher sur le fan de Marvel, ou sur celui qui lit que des mangas, parce qu'il est dans la sous-culture, etc. Parce que si tu dis on est tous contre la culture académique, je pense que beaucoup de gens de la culture populaire peuvent dire oui, mais après, au sein d'eux-mêmes, moi je me souviens, les forums, c'est vraiment, tu n'as pas vu ce manga, il faut vraiment que tu regardes celui-là, tu regardes Naruto, mais c'est pas bien. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est qu'on retrouve les mécanismes de qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui fait de toi une élite, de qu'est-ce qui en fait pas. Et ça donne un rapport toxique, je trouve, à la culture aussi. Est-ce que toi, du coup, tu as une vision là-dessus et tout ? En fait, je trouve ça trop fascinant d'essayer de comprendre pourquoi les gens ils aiment un truc qui me paraît bizarre ou nul, parce qu'en fait tu vas forcément apprendre quelque chose. Typiquement maintenant qu'il y a des trucs un peu plus intello qui s'intéressent à la culture populaire, genre je sais pas, moi quand je regarde hors série et qu'ils parlent de trucs de philo, et j'apprends plein de trucs parce que je suis une brêle en philo. Quand ils parlent des X-Men, je m'emmerde parce qu'en fait je connais. Et en fait, je trouve qu'ils disent des évidences, mais parce que justement, moi, je connais. Et je me dis, en fait, c'est pas grave, ils s'habituent à ce truc-là. Il y a vraiment ce truc de décalage de si tu connais pas. En fait, il y a forcément un mystère à percer qui est beaucoup plus intéressant que ça. Mais pour ça, effectivement, il faut pas avoir de mépris, en tout cas pas de mépris a priori. Et il y a quand même aussi le truc de... En fait, je pense qu'il faut être exigeant et être élitiste, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Si... t'es fan de comics et que tu te dis que le top du comics c'est justement Alan Moore et ces trucs là parce que c'est vrai et que tu vois des gens qui ont des par exemple Raz il aime bien Grant Morrison, moi je trouve que c'est un peu de la merde. En fait c'est justement là c'est pas une histoire d'élitisme, c'est une histoire de on va pouvoir en discuter. C'est-à-dire que je suis sûr, là, forcément je le dis quand il est pas là, mais il va je sais qu'il peut me défendre que Grant Morrison ça défonce et que c'est trop intelligent et que c'est trop bien et tout, et je vais lui dire que non, moi je trouve ça surcoté et des trucs comme ça. Mais ça c'est un truc d'exigence. Si je dis à Raz mais en fait tu connais rien en comics, t'as vraiment des goûts de merde, t'es pas un vrai fan de comics parce que t'aimes Grant Morrison, ça pour moi c'est de l'élitisme. Parce qu'en fait c'est comme si tu disais c'est pas du vrai comics. Moi c'est un truc je peux pas entendre ce genre de truc là. Non, tous les films c'est du cinéma,
Il y en a c'est de la merde, il y en a c'est très bien, il y en a c'est entre les deux, mais il n'y a pas d'histoire d'exclusion en fait là-dedans. Et ça, j'ai l'impression dans le côté geek justement, il y a deux types de geeks. Il y a ceux qui supportent pas que ce que eux ils ont aimé à la marge et dont ils sont devenus experts et ils ont presque créé une identité à partir de ça, et au point du coup de vouloir bouffer les autres, de les détester à cause de ça et de pas supporter quand ça devient un peu mainstream en mode ah non c'est pas exactement comme ça que je perçois le super héros, donc c'est insupportable que ce soit fait comme ça, etc. Et inversement plutôt ceux qui vont être en mode trop bien parce que c'est que moi tu vois typiquement Squid Game quand je l'ai vu, moi je suis un immense fan de Keiji, Zawa Prod, ça vient de ça. Pour autant j'étais trop content car je me suis dit, putain, plein de gens vont du coup découvrir Keiji, ça va permettre de parler de Keiji et pas que, tu vois, ou des trucs comme ça. Et en fait, je pense que c'est quelle attitude tu as de j'ai envie que les gens ils découvrent ce que j'aime ou je veux garder pour moi pour me distinguer des autres. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est peut-être ça aussi le secret du truc et d'arrêter de cet élitisme insupportable. Et juste, je raconte juste pour raconter un petit truc, dans la vidéo Squid Game, il y a des, moi on l'a mis parce que c'était évidemment quand tu fais des recherches sur Squid Game, tu tombes sur Keiji. Et du coup, on l'a cité et tout, et t'as plein de gens qui font des commentaires dessus, y compris des gens qui n'ont pas vu la vidéo et juste voient une vidéo sur Squid Game, ils lancent commentaire. C'est juste un plagiat de Keiji. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, ok, c'est la même chose que Keiji, mais en fait, c'est la même chose que plein d'autres choses qui viennent complètement d'autres cultures. Et même à un moment de la vidéo, en fait, je me suis rendu compte. En fait, j'ai essayé de faire des recherches pour trouver un historique un peu du Battle Royale. C'est quoi? Parce que t'as aussi le truc de dire en fait Squid Game c'est Battle Royale. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que le Battle Royale, c'est vraiment des combats de pauvres pour faire du spectacle. Et au bout d'un moment, je repense à un truc. Et je pense à un film qui est tiré d'un bouquin, mais moi je connaissais le film parce que mes parents l'adoraient, qui est On achève bien les chevaux. Et qui est un film qui est basé sur un truc qui s'est vraiment passé, même s'ils ont fictionné le truc, où des gens, c'était des compètes de danse pendant la crise économique après 29 aux États-Unis, où en fait il fallait danser jusqu'à l'épuisement et le dernier couple debout gagnait un truc. Et les gens allaient à ces trucs-là. Il y a des gens qui payaient pour voir ça, pour voir donc des gens s'épuiser à danser et s'écrouler. Et les gens y allaient pour le lot, mais aussi juste parce qu'il y avait à bouffer. C'est un film qui est bouleversant et tout. Moi, mes parents m'avaient montré ça. Et en fait, je me suis rendu compte là qu'il y avait justement un trou de verre entre la culture de mes parents qui m'avaient inculqué et ce truc que je venais de voir sur Netflix. En fait, il y a un effet comme ça de constellation que moi je trouve vraiment fascinant et que tu peux pas avoir si tu refuses de penser un peu en constellation. Souvent, l'élitisme, c'est une forme, c'est pour cacher ton inculture et ton manque d'ouverture ou le fait que comme tu connais pas des trucs, tu veux pas t'y intéresser. En fait, c'est pour ça aussi que je pense que plus t'essayes de t'ouvrir à la constellation, comme tu dis, et à des univers très étranges. Et c'est ça, tu vois, par exemple, moi, il y a un truc que je reproche pas mal, peut-être comme un connard élitiste, je sais pas. Moi, je reproche beaucoup de choses à la presse jeux vidéo. C'est que ils sont super pour parler de jeux vidéo, de la production, de la technique. Franchement, il y a des trucs super. Mais quand il s'agit d'un scénario, je peux jamais leur faire confiance. Tu vois, par rapport à des critiques de cinéma, tu peux pas toujours faire confiance à un critique de cinéma. Mais comme tu le disais, quand même, globalement, les cinéphiles, s'ils disent bon le scénario superficiel, les dialogues sont pas terribles et que tu vois 10-12 journalistes cinéma dire ça, tu sais que tu vas voir un film où les dialogues ils sont pas ouf. Or dans les jeux c'est scénario mature. Ça veut dire quoi un scénario mature? Tu vois, genre les derniers God of War, ils vont dire ouais, le scénario est touchant et intime. Et t'es là, mais du coup ça parle de quoi? Est-ce que c'est mieux que le premier? Tu vois souvent le manque de culture, justement, littéraire, cinématographique, parce que tout est lié. Au final, c'est pour ça que pour moi, un mec qui fait un comics, même le plus bête et méchant qu'il soit, mais souvent, vu que c'est un auteur, un créateur, un créatif, il y a une logique derrière, il y a une culture. Et ça, c'est ce qui peut manquer quand tu es enfermé dans un seul domaine, et encore plus quand tu te mets dans une tour d'ivoire de distinction sociale de « moi, je préfère ça, je préfère ceci ». Et tu peux perdre, justement, c'est quelqu'un qui me dit « ouais, Avatar, c'est nul, c'est Pocahontas avec des aliens bleus ». Je me dis « mais il y a tellement d'autres façons d'en parler, que ce soit sur la technique, soit sur le scénario, sur le fond philosophique, etc. Et si tu n'en es pas capable, tu sais, j'ai cette phrase de Rilke en tête, c'est « accuse-toi toi-même de ne pas être assez poète pour ne pas en saisir toutes les richesses », tu vois. En fait, je pense qu'un truc qui protège de ça aussi, et c'est peut-être un parallèle qu'on peut faire entre les duos, c'est d'être deux. C'est la dynamique d'être deux. Ça nous protège un peu de tomber dans cette espèce de forme d'élitisme. Et du coup, forcément, si tu parles d'une œuvre et qu'il y en a un qui vient plus du côté culture légitime, avec des énormes guillemets, comme une boumeuse avec mes doigts, regardez, hop, voilà. Et l'autre qui vient plutôt de justement la phase éducation populaire ou voire la phase politique du problème, ça donne une dynamique de débat, même en interne. Alors, vous le faites en stream, donc ça se voit directement, vous débattez directement, il n'y a pas le côté caché du truc, mais je pense que vraiment la dynamique de duo, elle aide à pas tomber dans ce genre de truc.
Et Allié, du coup, dans vous, Allié avait entre vous deux, j'imagine, du coup. Parce que en plus, moi, je suis ceinture noire de culture élitiste, savante, appelle ça comme tu veux, mais tu vois. Elle a fait prépa, genre. J'ai fait prépa, j'ai 2 licences, j'ai un master, j'ai travaillé dans une scène nationale. Enfin, la culture le bourgeoise. vrai Galaxy Brain est là. Et en fait, le truc, c'est que. Ouais, mais en même temps, sur plein de sujets qu'amène Binge, j'ai un niveau 0. Et du coup, quand on se comprend là-dessus, on peut discuter du fait de dire non, ok, là, toi, tu pars dans des trucs un peu savants. Là, ok, c'est peut-être plus accessible. Du coup, c'est un bon garde-fou, je pense, sur le fait de pas t'enfermer, comme tu dis, dans ta tour d'ivoire, etc. Ouais, ou justement avoir l'impression d'avoir trouvé un truc, mais trop intelligent. Et en fait, si t'as pas une personne en face qui est capable de te dire non, mais c'est nul, on s'ennuie. Ou c'est nul, ou genre, c'est pas. C'est pas du tout novateur, genre tout le monde l'a déjà dit, c'est juste que c'est un domaine que tu connais pas. Mais est-ce que c'est pas justement même ça le problème de ce qu'on disait au début sur le créateur web qui va vraiment se dire je vais faire le truc le plus péteux et méprisant possible parce qu'en fait, tu peux très vite être persuadé de toi-même parce que t'as bossé ton sujet quand même, merde. Et puis t'es entouré que de gens qui sont en fait des gens qui laissent des commentaires ou sur les réseaux ou sous tes vidéos et qui te disent waouh, c'est trop intelligent et tout. Du coup, t'as l'impression d'être trop intelligent. Que ceux qui te disent que ça l'est pas, tu les connais pas, c'est des connards. Pourquoi ils te parlent comme ça? Et en fait, devenir tu vois, et rester dans ta bulle et penser par soi-même, comme on dit, ce qui est le truc plus horrible à faire, en fait, de penser par soi-même. Genre de penser que tout seul. Faut toujours penser avec les autres. Et sur Internet, je pense qu'il y a des risques comme ça du truc du créateur tout seul. Je pense que cette ouverture est nécessaire à tout le monde, tu vois, genre même pour un simple passif, parce que moi, avant d'être un créateur, avant de travailler avec Raz, ces questions-là, alors je me posais pas la question de comment j'allais parler de ça aux gens, mais je me posais déjà ces questions-là, quoi, de comment ne pas être enfermé. Et là, c'est ce qui est pas toujours facile à comprendre quand t'es geek, c'est que parler de Batman ou du Seigneur des Anneaux ou de jeux vidéo, ça n'intéresse pas tout le monde. Et d'avoir cette ouverture, c'est quand même important. Et notamment pour finalement être le Galaxy Brain, avoir cette méga culture au possible, faut rester ultra ouvert. Et tu peux toujours comprendre des trucs que t'as pas compris. Que tu vois, genre si t'es juste un geek, tu connais tout aux jeux vidéo, mais tu connais rien à la mode, tu vas rater des clés de lecture. Comme tu connais rien au cinéma, tu vas pas comprendre pourquoi Kojima il fait ce plan pour faire référence à tel truc. Et en vrai, il y a un autre aspect, parce que là, à la limite, on parle que du côté avoir accès, on va dire, à une connaissance d'autres cultures ou d'autres approches ou de trucs comme ça. Il y a un truc qui est encore presque plus important et plus essentiel dans le fait justement de penser avec les autres, c'est les affects qu'il y a derrière, parce que ça tu peux pas c'est pas marqué dans les livres, quoi. Enfin, même si tu peux trouver des études qui disent c'était important pour les gens à ce moment-là, mais une personne qui te parle de pourquoi ça c'est important pour lui, pourquoi toi ce truc que tu trouves ridicule, il te dit mais moi j'en chiale devant, quoi. Ça c'est un truc que tu peux pas avoir, genre Avatar. Tu peux pas accéder autrement, genre Avatar. Mais même en fait je pense à des trucs du style Jean-Claude Van Damme. Moi on m'a montré Van Damme gamin, c'est pas mes parents, parce que mes parents ils étaient vraiment en mode quoi ces conneries et tout machin, un peu j'avais pas le droit, parce que je disais tout à l'heure, j'avais pas le droit de regarder Club Dorothée, donc Jean-Claude Van Damme mais j'avais des voisins ou des potes et tout, et des mecs, tu vois, genre qui étaient un peu en mode ouais, pas du tout dans une culture légitime, tu vois, des mecs qui étaient tu vois, à la campagne, on n'a pas grand chose à faire, c'était et tout, un qui font de la dieu muscu dans leur garage et tout, et tu vas regarder, ils t'amènent une VHS de Bloodsport et en mode ça te défonce et tout, mais ils sont trop chauds et tu les vois comme ça. Donné, et là genre à un moment donné son pote il se fait trahir par le méchant et du coup Van Damme il est vénère et tout, et t'as les mecs qui t'expliquent genre putain mais c'est trop fort et tout, c'est genre c'est hyper touchant. Mon grand frère aussi par exemple adorait Van Damme alors qu'il n'a pas du tout eu cette éducation là, et enfin tu vois, tout le monde se foutait de leur gueule à ces gars là. Et genre, faut que plus tard, le temps passant, t'aies un Karim Debache qui arrive et qui dise en chroma face cam à tout le monde, arrêtez de vous foutre la gueule de Jean-Claude Van Damme. Il a ramené les Hongkongais aux États-Unis et ils le défendent. Et là, tout le monde ferme sa gueule parce que c'est Karim. Et parce qu'en fait, il arrive avec, et en fait, il est arrivé avec tout son bagage en mode ah ouais, j'ai lu tous les livres sur le cinéma et je vais te dire, ton avis sur Van Damme, c'est de la merde. Van Damme, ça défonce. Quand on te le vend, Van Damme, à la base, on te dit, il fait un grand écart. Parfois, le travail du vulgarisateur ou je sais pas, ou du créateur vidéo, peu importe, c'est d'arriver et de dire non, mais en fait. Vous parlez mal de ce truc, mais vous n'avez pas vu à quel point c'était malin et que ça fait référence à ça. T'as besoin d'avoir travaillé plus que les autres et de ramener des refs académiques. Ouais. C'est comme Booba à l'époque où il est passé dans le matricule des anges et qu'il y a un mec, un docteur en littérature qui a commencé à parler de la Métagore, de Céline, de je sais plus qui. De comment il avait inventé ça, etc. Et là d'un coup, un mec étudié à Harvard d'un coup. Voilà, c'est ça. Et étudié à Harvard et tout. Et en fait, il y a eu un tournant où c'est passé de
Booba, le truc le plus débile, régressif, machin. Ah mais non, en fait, Boulby, d'accord. Boulby, Voilà, en fait, ça mais va en fait, Harvard, maintenant quoi. que ce gars m'a expliqué que en fait, c'est magnifique et que il écrit, c'est de l'écriture blanche, métaphorique, comme tel auteur légitime. Mais ce qui est marrant, c'est que en réalité, c'est aussi, pour moi, ce qui montre la fin de Booba, c'est d'être récupéré aussi par ces mecs-là, tu vois. Parce que moi, en fait, ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais ça me met un peu mal à l'aise. C'est que aujourd'hui, moi, pendant une époque, j'étais très, vas-y, je vais expliquer les textes de rap comme un bandeur de littérature. Regardez PNL, c'est de l'écriture blanche minimaliste, comme machin, etc. Mais tu faisais Mais du en Google fait, Translator, quoi. C'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est trahir la sincérité du truc où les gens qui se sont pris Booba ou PNL et qui ont un rapport charnel et qui ont des affects par rapport à eux n'ont pas eu besoin d'avoir cette culture légitime pour se le prendre. Et même, est-ce qu'il y a Enfin, vraiment même rejette besoin... PNL, par Même exemple. Est-ce qu'il y a besoin... Est-ce que c'est ça. légitime d'aller vulgariser Booba auprès de la petite bourgeoisie intellectuelle en citant Céline, tu vois. Et par exemple, nous, sur la chaîne, il y a un truc, mais limite, je m'en veux. C'est sur certains retours qu'on nous fait sur... on a fait une vidéo sur John Wick, où on parle... En fait, on est parti sur plein de trucs, du contrat social, de machin et tout, et il y a du Lordon, du Graeber, des trucs comme ça. Donc des trucs, trucs gauchistes, intello... machin, et j'ai jamais compris pourquoi. Je pense que c'est toujours la plus vue de la chaîne. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant genre, tu sais quoi, John Wick, je pensais que c'était de la merde, j'aimais pas trop et tout, et je me rendais pas compte qu'il y avait tout ça. Et en fait, j'étais là, mais en fait, John Wick, c'est bien parce que la bagarre, elle est trop bien. Et tu vois, par exemple, tu parlais du grand écart. Et justement, le grand écart, moi, je sais comment convaincre quelqu'un avec ça. Tu dis, ouais, mais les arts martiaux, quand même, tu sais ce que c'est de faire un grand écart. Et les arts martiaux, c'est un art ancestral. Et là, tu commences à, ah merde, là, on est dans le domaine du culturel, de l'intelligence. Mais en vrai, c'est vrai que la première fois que tu fais un grand écart, tu te dis, oh, le gars, il fait ça avec ses jambes. Comment il fait? Et t'essayes de le faire chez toi. Et tu te fais une crampe et t'y arrives pas. Et c'est ça, faut toujours ramener. Et là, moi, récemment, je pense à un truc très trivial qui est la musculation, qui pour moi est un sport d'intello, pour de vrai, parce que c'est un truc scientifique bizarre où il faut les répétitions, les séries, c'est compliqué en vrai. Mais les gens ont une perception, surtout à gauche, ce truc de facho, truc de débile, la muscu, c'est pas dans la tête, machin. J'ai dû arriver en prenant, et pourtant j'ai tout fait pour aussi dire, hey, c'est du sport, on s'amuse. Et tout de suite, tout le débat a été sur un truc intello ou politique, alors que basiquement aussi c'est du sport pour se vider la tête, mais pour le défendre, et particulièrement peut-être à gauche, parce que c'est notre côté gros cerveau, et au moins on n'a pas le défaut d'être anti-intellectualiste, mais du coup on est peut-être trop pro-intellectualiste parfois, et on doit constamment, et c'est la question de l'angoisse, c'est celle que tu as posée, comment faire pour pas s'aliéner un public populaire qui aime les choses aussi bêtes que baston, bagarre, shonen, nanana, enfin on y va, on rentre dedans, et en même temps parler de Garder manière les intellos. geek. Voilà, parce qu'on est quand Toi, même... tu fais comment pour réconcilier les deux? Tu penses ou pas de réussir à rester sur cette ligne-là, à Ouais, le côté garder le fan de intello John Wick et en et même temps- garder le fan de Lordon, tu vois. En fait, ça passe le côté intello si c'est aussi des choses qui viennent de toi. Tu sais que je sais que c'est là où je m'en veux sur John Wick, c'est que je sais que John Wick, ce que j'aime, c'est que c'est des films d'action que je kiffe et qui sont trop bien en tant que film d'action. Et du coup, je peux pas l'oublier en fait cette partie-là. En fait, justement, le fait d'être critique, d'essayer de comprendre ce que t'aimes, pourquoi tu l'aimes, y compris dans ses aspects problématiques et ses aspects critiquables. Et si c'est quelque chose que t'aimes vraiment à la base, je pense que ça fonctionne quoi. C'est pour ça que Karim Debache, quand il défend Van Damme, ça passe aussi. Pas parce que c'est un intello qui est venu en disant « Ah ah, j'ai trouvé un sujet d'étude pour ma thèse, qu'est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme ?» Non, c'est quelqu'un qui aimait Jean-Claude Van Damme, j'imagine plutôt parce qu'il faisait des grands écarts. Au final, par exemple, en musique, un geek du rap qui écoute du rap toute la journée, il va rencontrer un geek métalleux, ils sont censés se détester, mais en réalité, s'il passe cette barrière et que le métalleux n'est pas trop raciste, ils vont réussir à se comprendre sur le truc de suivre un mouvement, un courant musical depuis 30 ans, de connaître chaque ville, pourquoi le son de cette ville-là a cette couleur-là, pourquoi le trou norvégien black metal ressemble à ça et pourquoi le rap East Coast ressemble à ça, etc. Et en fait, rien que le rapport geek à la culture est universel. Et même après, tu vas dans les thèmes sur que ça soit dans le punk ou dans le rap, le rapport à la pauvreté, le rapport à la perte de sens, etc. Enfin, tu vois, ou la création tout simplement, genre le la rapport à la production création, musicale. etc. C'est ça, tu vois, comme un fan de manga, un fan de comics. Je pense que en vrai, je sais pas s'il y a un clivage encore qui existe sur manga comics. Quand j'étais jeune, il existait un peu, mais j'ai l'impression de moins en moins. Mais au final, tu peux te réconcilier, tu vois. Et je pense Bah, même tu lis une BD quoi, en fait. et même un mec, même un fan de littérature légitime qui discute avec un fan de comics, si l'un et l'autre
sortent de leurs œillères qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre en plus. Je responsabilise ni celui de la culture légitime, ni celui de la culture populaire. En fait, c'est universel. Et en fait, rien que d'avoir un rapport, rien d'avoir une pratique culturelle, une pratique artistique, que ça soit de la consommer ou de la faire ou les deux, en fait, ça, c'est universel, en fait. Mais en fait, l'attitude geek, c'est-à-dire l'attitude de passionné un peu nerd, justement, de genre je connais tout, j'ai un avis ultra précis sur le truc. En fait, ça existe sur énormément de choses. Tu parlais de la muscu. Mais en fait, la muscu, ça fait le pas foot. geek. Alors, le foot, pareil. Moi, je me rappelle d'un truc, j'ai fait guide d'un musée du rail, le rail de chemin de fer, pas la musique. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, il y avait des mecs qui arrivaient dans ce truc-là. Mais vraiment, je vous dis, des gars qui arrivaient en vacances, le camping-car, claquettes, chaussettes. Vraiment le cliché, vous pouvez voir vraiment le mec, tu le vois, tu te dis ça dans l'imagerie populaire, c'est le beauf. Et moi j'étais censé faire la visite, mais en fait moi je faisais la visite pour les normies, parce qu'en vrai j'y connais pas tant que ça, j'avais été formé, mais eux ils arrivaient et ils connaissaient tout. Et non seulement c'était des gros nerds, c'est-à-dire qu'ils connaissaient vraiment les machines et tout, mais en plus ils étaient émerveillés de les voir, c'est-à-dire qu'eux en fait ils comprenaient ce qu'ils regardaient. C'est-à-dire qu'ils voyaient un moteur, ils disaient non, c'est pas possible. Je saurais même pas si t'as un nom de moteur de train maintenant. Quoi, mais... et ils étaient là, et en fait c'était incroyable. Et du coup tu discutais avec eux, et moi ils me donnaient des tips de fou parce qu'ils me donnaient des anecdotes trop fortes. Beaucoup c'était soit des anciens cheminots, soit des gens de famille de cheminots et tout, mais pas toujours. Et en fait je me suis dit, après en avoir fait quelques-uns des après-midi avec des mecs comme ça, en disant mais c'est des nerds aussi en fait. Mais c'est juste qu'en fait quand tu les vois, c'est pas ça à ça qu'on pense quand on pense à un geek. Et tu dis en fait c'est exactement le même rapport aux choses. C'est-à-dire ce truc d'érudition et d'émerveillement qui est hyper communicatif en fait. Ce qui serait bien, c'est aussi peut-être les geeks, et je me compte dedans, de s'en rendre compte aussi que ça concerne pas que le cliché des cultures que nous, on a réussi plus ou moins à imposer en devenant mainstream ou des trucs comme ça. Comment ça se fait que genre dans Big Bang Theory, Sheldon, il passe pour une caricature de nerd qui adore les trains, et que en fait moi les fans de trains que j'ai rencontrés, ils passent pour des beaufs. Tu vois, les fans de foot, bon, ils sont clairement pas là parce que il y a la Coupe du Monde, donc ce soir je pense qu'ils ont autre chose à faire. Mais les fans de foot, ils sont tout le temps montrés du doigt comme justement les pires beaufs, les plus débiles et tout, etc. Moi là, le foot, je m'y intéresse un petit peu et je commence à comprendre à peine la complexité de ce sport, et tu te vois que c'est un bordel. Enfin, c'est un sport qui est absolument incroyable et ça me passionne. Je serai jamais, je pense, quelqu'un qui s'y connaît à fond, qu'on a fait en club pendant 15 ans et qui du coup qui connaît chaque truc. Mais je commence à comprendre que c'est vraiment un truc de même ultra intello, ultra machin, tout ce que tu veux. Et les fans de foot passent pour des décérébrés. Et il a fallu justement des moments, on pense tous à... Je sais plus comment il s'appelait, mais qui avait dit ouais, vous traitez tout le temps Ribéry de débile, mais Ribéry c'est un grand mathématicien parce qu'il a une vision de la profondeur. Quand il tape, il fait des calculs mathématiques tellement rapides, votre cerveau il pourrait pas suivre. Et ça avait fait rire tout le monde, mais en même temps, tu avais plein de gens dans le foot qui disaient oui, c'est vrai, c'est un truc de fou. Ouais, c'est tu vois, t'es obligé d'invoquer les mathématiques pour légitimer. Légitimer Ribéry. Et justement, c'est ce que le gars avait fait pour le légitimer. Et tu vois, on revient toujours à ça, passer par une forme de culture légitime pour dire qu'un truc qui l'est pas, en fait, c'est intelligent. Mais au final, si on réfléchit comme ça, tout est intelligent. Tu te passionnes. On est relativiste ce soir, ça me plaît. Tout est bien, tout se vaut, tout est parfait. Je trouve qu'on est trop gentil. Après, il y a des merdes. Sur un truc. Après, il y a des cultures nulles. Il y a des mauvais joueurs de foot, il y a des films de merde. Bon. Pas légitimes. Là, pour moi, là où il faut pas rentrer dans un vrai relativisme, c'est que faut surtout pas que ça empêche d'être critique. En fait, c'est pas parce que faut pas respecter le foot. C'est pas parce qu'il faut respecter le foot qu'il faut pas se dire que là les stades au Qatar ont été construits sur le cadavre d'esclaves quoi. Et en fait l'un empêche pas l'autre quoi. Genre c'est vraiment en fait genre attaquer le foot en disant c'est juste des milliardaires qui poussent un ballon, c'est le pire argument. Il y a tellement plus à critiquer dans le foot notamment, et il y aurait plein de footeux qui seraient d'accord, qui diraient genre ouais c'est dégueulasse là ce qui se passe au Qatar, ouais le fric ça a niqué les clubs, ouais ce qui s'est passé dans les années 70 et tout. Quand tu parles à des vrais passionnés, ils ont des vrais arguments, mais parce qu'en fait ça les intéresse. Par contre, si tu leur dis c'est des milliardaires qui poussent un ballon, ils vont dire nique-toi en fait, non. Ils ont raison. Et d'ailleurs, il y a vachement de gens qui réfléchissent là-dessus. Et notamment, moi je m'y suis intéressée par la culture légitime, mais par exemple, il y a pas mal de gens, il y a des bouquins super intéressants à lire là-dessus, il faudrait que je retrouve les refs, mais qui font le lien entre la mort du beau jeu dans le football et le tournant néolibéral. Et ça, franchement, il y a des passionnés de foot, mais qui sont en vrai des piliers de PMU, qui ont des propos hyper intéressants là-dessus, qui ont été recueillis par plein de journalistes. Je pense notamment à un bouquin de Michael Correa, et qui est hyper intéressant là-dessus. Et en fait, pas mal de gens qui sont hyper fans de foot, et notamment du football
années 70-80, en fait, ils ont une vraie analyse socio-économique de ce qui s'est passé et un vrai blâme envers le néolibéralisme et tout le tournant Reagan, T'as même les joueurs d'aujourd'hui, ils parlent beaucoup que maintenant on pense que au score. Benzema, il en stat. parle là. Ouais, mais t'as tous les grands joueurs, en vrai, il n'y a pas que Benzema qui ont cette critique, notamment à cause des réseaux sociaux. On va regarder ce qu'a fait un joueur, il a marqué combien de Les buts? sites de Paris aussi. Ouais, Karim Benzema, 0 but, là il est nul. Alors que le gars a passé tout le match à faire le jeu, à avoir des tactiques, des machins. Donc en fait, dans sa tête et dans la tête d'un spécialiste de foot, il a fait un excellent match, parce que c'est pas fait. Mais il a pas mis de but, on s'en fout. Et à l'inverse, et il le dit comme ça aussi, tu mets 3 buts, tout le monde te dit oh, quel joueur, machin, le score, ballon d'or, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est des matchs où j'ai mal joué. La question va paraître bête, t'en fais ce que tu veux, mais est-ce que toi, quand tu travailles tes vidéos, t'es vraiment dans un truc instantané? Est-ce que t'as un plan sur le long terme, préparer la révolution, que les gens comprennent leur don? C'est quoi les bails Moi, il y a un truc que j'aimerais bien changer dans le rapport à la culture et dans le discours culturel. Ça, c'est plus immédiat. Et c'est lié à toute la discussion qu'on vient d'avoir. Pour moi, il y a 2 attitudes que je trouve insupportables et qui sont vraiment très, très, très courantes dans le discours sur la culture et qui, pour moi, sont les 2 faces d'une même pièce. C'est d'un côté les passionnés d'un truc qui refusent qu'on critique leur truc et qui refusent eux-mêmes de faire une critique de leur truc. C'est-à-dire si tu leur dis, mais en plus c'est ce qui donne le côté anti-social justice warrior, ces gens, tu vas dire, ah tel truc c'est bien, mais c'est tellement sexiste. Ils vont dire, ah ben ok, on peut plus aimer parce que c'est sexiste, on peut plus apprécier ce qu'on aime, c'est dégueulasse, vous faites lier les féministes, vous avez gâché Disney, je sais pas quoi, enfin voilà, des trucs comme ça. Et en fait, un truc de genre comme si on critiquait, ça voulait dire, tu n'as plus le droit d'aimer. Et c'est Enfin, non, tu peux être autocritique, t'es même la meilleure personne pour être autocritique. Et l'autre face, c'est au contraire, et ça, beaucoup de gens à gauche le font, et c'est pas du tout propre à la gauche, mais je trouve que ça dommage de la part de camarades, c'est justement, à partir du moment où t'as fait une critique d'un truc, tu te refuses de l'aimer. C'est-à-dire, tu vas dire genre, j'aimais bien le Roi Lion, et je pleurais tout le temps que mon facile est mort, mais maintenant je trouve que le Roi Lion c'est de droite, et mes enfants ils verront jamais ça. Et en fait, non, enfin, pourquoi tu fais ça? Tu peux continuer, en fait, tu peux critiquer un truc que t'aimes, et tu peux continuer à aimer un truc que tu critiques. En fait, c'est pas et ça, j'aimerais bien que ça change un peu ce genre d'attitude, parce que je trouve ce qui est marrant, c'est que ça crée, en fait, c'est 2 camps. Enfin, c'est pas 2 camps, mais ça peut créer 2 camps. Non, mais l'un nourrit l'autre. En fait. Ouais. Là où t'as raison, c'est que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que ce truc. Ceux qui disent oh ça va, c'est pas parce que c'est sexiste, calmez-vous, c'est chiant de parler de ça. Justement, ils reprochent aux autres de se gâcher le plaisir. Et c'est leur argument qui est réel en final, de dire hey, tu te gâches tout, c'est bon, arrête de te prendre la tête. On disait parfois le côté régressif de l'œuvre, c'est le plaisir quoi. Faut prendre ça bête et méchant, et ça empêche pas d'intellectualiser, de faire fonctionner son cerveau, de critiquer, de prendre du recul, de dire ouf, quand même un peu bizarre. Mais en même temps, vas-y, c'est ça qui marche. C'est pour ça, moi j'aimais bien la take c'est aux gens fans d'un truc. Les fans de foot, les fans de rap, les fans de manga, tout ce que vous voulez, s'ils veulent des critiques efficaces, qu'ils les fassent eux-mêmes en fait. C'est que moi ce que je trouve, c'est que c'est bien de dire ah là là, tu critiques le rap alors que tu t'y connais pas, j'ai pas le droit d'aimer le rap alors que machin. Ouais, mais du coup vas-y, fais-la toi-même la critique du rap, fais-la toi-même ce truc, parce que c'est toi qui t'es dans ton domaine de compétence. C'est bien de reprocher aux gens qui connaissent pas ton truc de mal le critiquer, je suis d'accord avec toi en vrai, mais du coup fais-le ça, parce que ça sert aussi d'excuse à ne pas critiquer ce qu'on aime. Mais les comics, les mangas, le jeu vidéo, tout ce qu'on veut, tu vois les fans de Nintendo qui nous reprochent des Call of Duty comme si Nintendo était une entreprise communiste en scope, tu vois, j'ai envie de dire oui, regarde Nintendo quoi. Du coup j'ai une question ici. Ah vas-y. C'est à propos de la vidéo sur Don't Look Up. De mémoire, tu avais sorti comme quoi une take sur le fait que c'était trop évident, c'était trop obvious, le côté l'astéroïde, c'était le réchauffement climatique, et on y allait avec des gros sabots et ça manquait de subtilité. Et le truc, c'est que moi, je l'ai vu avec mon copain, et mon copain, il est passé à côté en fait, de la métaphore sur le réchauffement climatique. Quelle est la limite en fait, à se donner sur à quel point on va être grand public ou pas? Et en fait, en plus, tu as complètement raison, parce que le truc de dire c'est trop évident, c'est des gros sabots, en fait, c'est une critique qui est faite au film. Et je trouve aussi que c'est gros sabots. Mais parce que t'es pas la première personne à me dire ça, en fait, genre, moi je connais telle personne, elle a pas du tout compris, mes parents ils ont pas compris et tout. Et en fait, je pense que c'est lié aussi au fait que les gens disaient à la télé ou sur les réseaux ou n'importe quoi, en fait, les discours autour du film, notamment par l'équipe du film, c'est le réchauffement climatique. Et du coup, il y a peut-être plein de gens qui ont juste écouté les discours autour du film et qui l'ont vu comme ça. C'est peut-être le cas de ton copain. Je pense que ce qu'on minimise aussi beaucoup, c'est nos effets de bulle et nos effets de cercle. Et c'est très vrai dans plein de milieux d'avoir l'impression qu'un truc est tellement acquis, parce qu'en fait, tous tes réseaux sociaux et tous tes potes et tout ton cercle, etc., parlent que de ça, et c'est très acquis.
Sauf que du coup, c'est pas forcément le cas. Et effectivement, du coup, nous, ce qui peut nous paraître très gros sabot, et pour beaucoup de gens, et effectivement, ce qu'on relayait, c'était vraiment un propos qui avait été tenu sur le film. Oui, non, c'est évident qu'en fait, sorti de nos propres cercles, c'est peut-être pas si évident que ça pour énormément de gens. Et d'ailleurs, je pense que des gens qui travaillent sur, par exemple, juste ne serait-ce que des sociologies électorales, elles te diraient... oui, en fait, ton copain, il est peut-être dans une majorité de gens, parce que si on regarde les votes un peu dans tous les pays, etc., peut-être qu'en fait, c'est pas un truc qui est acquis pour tout le monde partout. En tout cas, en tant que priorité mondiale, comme on peut en avoir l'impression. Mais en fait, il y a même un autre effet, je trouve, qui est que... en fait, souvent, on rage sur tel film n'est pas compris, genre la pilule rouge qui est repris par l'alt-right de Matrix, alors que voilà, Matrix, quoi. En fait, des trucs qui font un peu rager, comme ça, ou... mais en fait, on a vachement tendance aussi à avoir un truc, genre le film, il a un message. Et en fait, il y a des films qui sont très très obvious dans le message et ça fonctionne bien, mais il y aura toujours des gens qui, soit volontairement, soit involontairement, pas du tout le prendre comme ça. Genre, il y avait un exemple, c'est Invasion Los Angeles de Carpenter, celui avec les lunettes, vous savez, on met les lunettes et on voit consomme, obéit. Enfin, c'est genre un des films les moins subtils de tous les temps. Et en fait, on voit dans le film qu'il y a des espèces d'aliens en fait qui ont la forme de gens. Et en fait, ils nous contrôlent. Et d'ailleurs, dans le film, c'est toujours des bourgeois ou des gens dans des positions dominantes. Et en fait, ça a été repris, ça a été utilisé par des fachos, évidemment, et notamment des antisémites. Parce que, en fait, alors soit carrément le truc antisémite, soit carrément le truc reptilien, parce que dans le film, il y a un délire un peu reptilien dans le visuel. Mais en fait, eux, ils ont trouvé que ça faisait écho à « Ah, en fait, ils sont cachés partout », c'est ça qui veut dire le film. Et Carpenter a dû faire un tweet, quand même. Carpenter a Twitter, pour dire « Mais putain, mais en fait, vous êtes débiles, ça fait des décennies. Genre, c'était pas compliqué. C'était les capitalistes, c'était les bourgeois. C'était vraiment pas compliqué. » Et il s'est énervé. Mais en même temps, dans son film, il y a ce côté un peu complot et tout, machin. Donc, évidemment, eux, ça leur parle comme ça. Donc ça existe toujours. Et il y a toujours ce truc de... En fait, le message, c'est un peu compliqué. J'aime pas trop la notion, forcément, de message, en fait, dans les films, un peu à cause de ça. Par exemple, et surtout, une fois qu'on a justement donné aux gens un message qui paraît évident, on va toujours comprendre le film que comme ça. Genre le fait de dire maintenant, en fait, Matrix, c'est un film sur la transidentité. Hop, boum. Ouais. Alors, non. Oui et non en fait genre oui. Et même elles disent que c'était pas forcément une volonté mais que ça allait travailler, que c'était des thèmes qui les travaillaient, etc. Mais ça ne résume pas Matrix. Maintenant les gens ils sont en mode ah c'est bon, j'ai ma clé de compréhension de Matrix, un film sur la transidentité, merci au revoir. Alors, et non, c'est dommage, c'est pas en que plus ça. c'est justement un rapport à l'idéologie, au système. Donc ça fait que évidemment si t'es queer, tu regardes le film, t'es en mode oh ça critique l'hétéro, patriarcat, machin, sans problème. Mais du coup, si au contraire t'es un Trumpiste un peu fou, t'es en mode l'idéologie, le système pour toi c'est quoi ? C'est les démocrates, les LGBT, Netflix, la woke culture, machin. Que ce soit plus ou moins vrai, du coup, au final, le film il marche philosophiquement. Peu importe ta culture politique. Après, ils sont un peu cons quand même. Oui, merci. On est d'accord. Mais en fait, il marche à chaque fois. Et puis, c'est le rapport à la vérité. C'est un thème au final plus philosophique que politique. Et c'est pour ça que peu importe comment. C'est comme, tu vois, l'autre exemple, c'est Fight Club. Où les gens ils se disent, mais attends, Fight Club, c'est une critique de la masculinité. Et c'est le film préféré de tous les petits faf go-muscu de 20 piges qui cherchent une masculinité. Mais justement, en fait, je trouve que c'est le paradoxe. C'est qu'à la fois, tu as envie de dire oh, mais c'est le pire film, c'est le plus gros contre son camp que d'aimer ce film quand t'es un petit masculiniste débile. Et en même temps, je comprends pourquoi c'est le film essentiel à un masculiniste débile. Mais lui, il réunit les deux. Chuck Palahniuk, c'est un gay masculiniste, un peu droitard, libertarien. Mais après, c'est aussi... il est autant de gauche qu'il est de droite, ce mec, de toute façon. Et c'est la preuve que c'est pertinent aussi quand ça touche tu vois, des gens très féministes à des gens très masculinistes. Ça dit quelque chose que, comme Fight Club a su voir les paradoxes de la société. Parce que c'est ça aussi l'art, c'est de démontrer les paradoxes, d'aller dans les inconforts moraux. C'est pas forcément d'avoir des solutions clés en main aussi. C'est de te dire, c'est quoi la nature humaine ? C'est quoi ça ? La part sombre de l'âme de chacun et en même temps la part lumineuse, machin. Genre, je sais plus dans quelle vidéo on l'avait mis, il y a un truc que je trouve trop beau. C'est dans un Inside Actor Studio, il y a Spielberg, et le présentateur lui dit, dans Rencontre du troisième type, c'est marrant en fait, parce que votre mère et votre père, ils se sont divorcés, vous en parlez souvent. Elle était dans le son et lumière. Non, elle était technicienne lumière et lui, il était musicien. Et dans le film, il communique par la musique et la lumière. Et tu vois Spielberg qui a limite la larme à l'œil parce qu'il avait jamais compris ça. Mais il dit pas non, tu intellectualises. Juste, il est ému. Il vient de comprendre un truc sur son film et juste, il a rien à dire. Il est là genre
Ouais, ok. Genre juste c'est la première fois que je comprends ça de mon film en fait. Et c'est juste pas le même rôle en fait. C'est différentes approches. Oui, en face il a James Lipton qui est là en mode oui, alors j'ai bien étudié dans la diégèse. Mais les deux ont raison. Puis l'interprétation, une forme de création. Enfin, sinon toi, à quoi tu servirais j'ai envie de te dire, tu vois. Mais à interpréter un truc, on a un ressenti hyper personnel et on a envie de mélanger des choses, voire même de le transformer. C'est parfois un support pour raconter quelque chose, tu vois. Genre nous, quand on regarde une vidéo, on regarde pas une vidéo pour regarder une vidéo en live, on regarde une vidéo pour dire des trucs. Je pense que c'est pareil, quand toi tu prends Squid Game, même si c'est pour parler du truc coréen, tu vas donner des opinions, des avis, des trucs. Faut se servir de ça, quoi. Faut pas en faire un complexe identitaire trop fort, même si, c'est toujours le problème, c'est la peur de devenir bourgeois, la peur de singer les trucs universitaires. Il faut faire attention à ça. Il y a la violence symbolique que ça importe, c'est-à-dire d'écraser du coup ses potes en disant oh t'as rien compris à ce film, tous les trucs dont on a parlé. Mais si tu fais déjà si tu te poses ces questions-là, à mon avis, c'est que tu fais déjà attention à ça. C'est ça. Donc aussi réconcilie-toi avec vas-y, ça a parlé aux geeks, ça a parlé aux mecs comme moi qui aiment se branler sur le rap. Du coup, dans votre contenu, ce serait du coup un objectif. Ce serait aussi la migration des publics. Exemple avec le rap, parce qu'il y a toujours les exemples avec le rap. Il y a des intellectuels qui peuvent s'intéresser au rap parce que du coup, il y a des créateurs de rap qui ont mis des textes intellectuels dans ce sens-là. En fait, on pourrait avoir une strate où on amène les fans de rap à s'intéresser à des trucs plus légitimes, comme des gens de la culture légitime à s'intéresser au rap. Mais en fait, c'est là que ça en revient à maîtriser les deux. Et c'est ça qui est complexe, et c'est là qu'on en revient à d'avoir plusieurs domaines d'expertise dans une équipe, etc. Je sais pas si c'est un objectif, parce que... La vérité, c'est que c'est compliqué. Ouais, voilà. En fait, parce l'objectif, que toi, tu peux être ouvert, mais pas forcément ceux qui t'écoutent, en plus. C'est ça. C'est tellement dur. Moi, ça me paraît... En fait, je suis pessimiste, même si c'est un objectif. Mais ce que tu dis, ouais, moi, je trouve que ça serait un idéal, tu vois, d'arriver à réunir ces trucs-là. Je suis pas sûre de croire vraiment au plus profond de moi à la possibilité de la migration des publics. Pareil. Mais je pense qu'on peut, de manière différente, aller au moins essayer de les toucher là où ils sont par plein de biais. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de travailler avec des médias, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a accepté de bosser avec l'UMA, c'est de dire, au-delà effectivement de considérations économiques, etc., c'est de dire, ces gens-là, c'est pas forcément des gens qui d'eux-mêmes auraient été nous voir sur YouTube, nous voir sur Twitch, écouter ce qu'on avait à dire, etc. Mais quand leur journal auquel ils sont abonnés depuis 40 ans fait le pas pour eux d'aller nous chercher et de dire ok, ces gens-là ils ont peut-être des choses à vous dire et qui vont être intéressantes. Je pense que c'est important et qu'il y a plein de manières, mais c'est ce qu'a fait Usul aussi avec Mediapart, Blast et compagnie, c'est de dire je vais choisir d'autres porte-voix pour porter le même message et le faire de manière différente, parce que justement ces publics-là vont pas venir vers nous, c'est à nous d'aller les chercher. Et c'est aussi pour ça que c'est très fatigant et qu'à la longue, il y a besoin qu'il y ait du renfort, une relève, et que les gens s'approprient ces messages-là. Et c'est aussi pour ça que je pense, enfin tu me corriges, en tout cas je parle pour moi, mais qu'on fait de l'essai plus que de la vulga, c'est que l'essai, c'est réfléchir à voix haute et inviter les gens à s'approprier ces sujets-là et à réfléchir aussi. C'est pas passer un truc en disant regardez, j'ai raison, c'est ça qu'il faut faire. Pour avoir bossé dans des salles de spectacle notamment pendant des années, si vous bougez, votre public il bougera pas avec vous, quand bien même il vous suit depuis des années. Enfin, on le constate même de manière matérielle, ce truc-là de non, les publics ne bougent pas, il faut faire le travail nous-mêmes de tout le temps aller les chercher, les faire venir. Les faire déplacer, les faire écouter et les faire réfléchir, et après si ça en empare c'est bien, si ça en empare pas tant pis. C'est aussi parce qu'ils bougent pas que c'est chacun à sa place aussi, tu vois. Faut pas être délu sur le fait de tu vas pas réussir à parler à tout le monde en t'intéressant sincèrement, et la preuve c'est que si tu veux bien parler de rap et faire un vrai discours sur le rap, faut que tu fasses une chaîne sur le rap, que tu te dédies au rap, que tu montes ton abonné, que tu sois dans le game du rap et que machin, et là tu vas avoir ta légitimité pour pouvoir avoir des takes qui vont toucher tout le monde, etc. Alors que si t'en parles qu'une fois, c'est cool et t'auras peut-être quelques curieux qui vont venir passer faire un coucou, mais au prochain sujet, pas sûr qu'il reste. Donc ouais, moi j'y crois pas trop aussi à ce côté-là. Mais par contre, de quand même s'ouvrir en essayant d'être le moins chiant possible, c'est déjà une belle volonté, quoi. Surtout quand on prétend vulgariser, quoi. Après bon, il y en a qui sont des auteurs. Après, oui, franchement, la technique du pied dans la porte, ça reste une technique efficace, quoi. Tu parles d'un truc,
tu t'engouffres dans une faille et puis après, tu vois ce que ça donne. Et des fois, il y a des gens qui restent. Le principe, au-delà de l'économie de l'attention, mais le principe du raid Twitch, c'est aussi ça. C'est de dire, écoute, je balance ma commu chez quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va en garder 2-3 et voilà. Et sélection naturelle. Naturel et la sélection. Voilà. Naturel et la sélection, très bonne c'est la meilleure conclusion, je pense. Il faut toujours qu'il y ait dispensérisme une fin masculiniste, tu vois, genre Dany Raz, c'est vraiment, il y a un truc. On rend malade les gens.